Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Merci de nous suivre de partout dans le monde. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année 2017. Pas à pas, nous avons été avec vous à chaque émission, à chaque grand événement, avec chaque personnalité qui a fait l'actualité avec vous. Un grand merci, une tonne de merci à vous tous. Dans cette émission, on va essayer de faire un gros plan, un zoom sur ce qu'a été 2017, pas complètement, parce que ça sera un zoom sur 2 numéros de débriefing afin de voir avec vous ce qu'a été la République démocratique du Congo et un peu le monde en 2017. Alors avec vous, je vais partager des petites phrases d'un homme politique congolais. La crise actuelle est plutôt sociale que politique. Majorité et opposition sapent le développement de la République démocratique du Congo. Il a dit également « La dignité vaut plus que la fortune » et aussi, chose rare, sortie de la bouche d'un proche de la majorité présidentielle, il n'y a pas de distribution équitable de nos richesses. Celui qui l'a dit, c'est Dieudonné Kishikazadi. Il est le président du parti politique Congo Positif, un très jeune parti politique qui en est à sa 2e année. Il a totalisé une année en mai dernier. Il était l'une des superstars à la veille des élections de 2011 avec son association Objectif 2011. Je dis superstar parce qu'il y avait porté à bout de bras la candidature du président Kabila à la veille des élections de 2011 et lui il avait Objectif 2011. Et après ça, il a créé un parti politique Congo Positif. On s'attendait, j'étais pas la seule, nous attendions à ce qui est peut-être Objectif 2016, Objectif 2018, il va nous le dire. Dieudonné Kishikazadi, bonsoir. Bonsoir Mamina. Bonsoir. Alors, il y a eu Objectif 2011, on s'attendait à Objectif 2016 ou 2018. Pourquoi il n'y a pas eu une suite ? Bon, lorsque nous disons Objectif 2011, en réalité, c'est un message. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, Congo Positif, c'est en fait la continuité. Seulement qu'on ne peut pas dire Objectif 2018 parce que le travail, en fait, le travail électoral, c'est un travail qui est inscrit dans notre Constitution où on dit tous les 5 ans, il doit y avoir des élections dans notre pays. Et donc, désormais, ce travail est porté par un parti politique. C'est porté par un parti politique. 2011, c'était que la continuité du programme qui avait été mis en place par le président Kabila en 2006 devait aider le pays à avancer. Ce qui fait que il fallait une certaine continuité. C'est comme ça que l'association a été dénommée Objectif 2011. Et maintenant, le travail va au-delà de 2011. Donc, il ne peut plus porter le nom de Objectif 2018. Il s'agit maintenant de Congo Positif, un parti politique qui a un programme, qui a des idées et qui estime que les élections sont la voie royale pour le développement de notre pays. Alors, ne pas avoir mué Objectif 2011 en 2016 veut dire peut-être que vous sentiez qu'il n'y aurait pas élection en 2016. Bon, nous sommes de ceux qui savaient depuis très longtemps qu'il ne devait pas y avoir élection en 2016. Ah. Oui, nous l'avons dit plusieurs fois. Au vu de la polémique que les acteurs politiques avaient instaurée, parce que déjà en 2013, alors que le président de la République venait d'être élu, il venait de faire une première année en 2012 après l'élection de 2011, voilà la polémique qui s'installe sur fond de préjugés, sur fond de certaines accusations comme quoi il ne veut pas quitter le pouvoir, il veut changer la constitution. Déjà en 2012. Donc ça a pris corps déjà en 2013. Et tout ça avait un objectif justement, et c'est ce qu'on a vu, ce qu'on verra en 2016, où on appelle au dialogue. On appelle au dialogue, et cette fois-là, le dialogue, ce n'est plus un dialogue entre 2 candidats dont l'un est accusé d'avoir
pris les pouvoirs de l'autre, mais le débat s'étend à toute la classe politique pour qu'on organise un dialogue. Cependant, lorsqu'on fait ce travail-là, lorsqu'on fait cette incursion, alors qu'il y a un mandat qui est en train de courir, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la Constitution, malgré tout ce qu'elle a organisé comme arsenal pour la stabilité et la continuité du pouvoir, l'exercice tranquille du pouvoir, il y a des gens à côté qui disent non, comme on n'a pas organisé les élections, nous devons les organiser ensemble. Et c'est par là qu'on a dérapé. C'est par là qu'on a dérapé. Jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes là. Et il faut dire que déjà en 2012 ou en 2013, il y avait eu des signaux ambigus venant d'une rencontre à Kingakati, d'où étaient sortis certains de vos amis de la majorité présidentielle avec des slogans Totondi Onanoté, révision de la Constitution, etc. etc. Bon, il est bien possible, mais cela ne peut pas, pour autant que ce n'est pas organisé par la Constitution. Parce que le repère, c'est la Constitution. En politique, on peut se provoquer, on peut tâter des choses. Mais ça ne doit pas nous faire perdre les Nord. Les Nord, c'est la Constitution. Nous avons perdu les Nord à partir du moment où on a dit que le pouvoir n'a pas organisé les élections et qu'il faut qu'on organise les élections ensemble. Alors c'est ouvert le bal qui est là, qui a montré à tous les analystes sérieux que les élections devenaient, à partir de ce moment, un sujet de négociation. Alors que nous avons encore aujourd'hui une constitution qui dit que les élections doivent être organisées tous les 5 ans dans notre pays. Alors, au lieu, et à côté de ça, la cible, c'était le président de la République. Au lieu de cibler l'organisation des élections. Alors, et tout ça a fait perdre le pays, au pays et le temps et certaines énergies. Aujourd'hui, 2016 est passé, 2017 est passé, et moi, je serais même tenté de dire que 2018 va passer. Vous n'y croyez pas aux élections en décembre 2018? Ça va être très difficile. Ça va être très difficile d'organiser. Ah ouais. Oui, nous sommes un parti, nous prenons le temps d'analyser des choses, de lire des choses. Aujourd'hui, nous avons un calendrier électoral qui a été publié par la CENI. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, dans le calendrier, on annonce l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Or, la CENI elle-même et probablement le ministère des Affaires étrangères parlent de 67 pays. Mais il n'y a pas 67 pays. Il n'y a pas que 67 pays où il y a des Congolais qu'il faut enrôler. Donc, c'est déjà ça, la prochaine polémique, les prochains problèmes que nous aurons sur l'organisation des élections va porter sur cette question-là. Et nous, Congo Positif, nous avons peut-être le bonheur ou peut-être le malheur aussi d'annoncer des choses comme ça. Et c'est ce qui va arriver. Ces débats sur l'enrôlement, nous l'avons annoncé depuis très longtemps, l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Nous avons publié des communiqués. Aujourd'hui, la CENI ne se cache pas. Elle dit que c'est 67 pays où, conformément à la loi, notre pays a 67 ambassades. Parce que la loi sur l'enrôlement et l'identification des électeurs dit qu'on ne peut enrôler que dans nos ambassades. Mais qu'est-ce qui va se passer dans des pays où la République n'a pas d'ambassade? Alors, c'est les prochains débats et vous allez voir. Alors, vous définiriez comment un kabiliste pur et dur, un kabiliste modéré? Moi, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas être extrémiste. Aujourd'hui, la politique nous invite à une certaine modération, mais dans la rigueur des choses. La rigueur des choses nous impose de ne pas faire des incursions, de ne pas faire des réclamations extra-constitutionnelles. Parce que ce sont ces réclamations extra-constitutionnelles qui nous ont amenés à tout ce qui est là aujourd'hui. Lesquelles, par exemple? Organiser les élections ensemble. Opposition, majorité. Déjà, ce n'est pas écrit dans la Constitution. Ce n'est pas écrit. Il y a un pouvoir qui a été élu, qui a été mandaté pour gouverner la République, y compris pour organiser les élections. À partir du moment où on négocie pour organiser les choses ensemble, on s'est écarté, on s'est vraiment écarté. Vous faites allusion à quoi? La composition du bureau de la commission électorale? Non, la composition du bureau électoral a toujours été
hétéroclite. Mais c'est plutôt le gouvernement, par exemple. Aujourd'hui, nous avons un accord qui demande que les premiers ministres et un certain nombre de ministres viennent de l'opposition qui, du reste, et ça, il fallait toucher. La Constitution aujourd'hui a été pratiquement violée parce que le Premier ministre n'est même pas venu du parti majoritaire à l'Assemblée. Vous voyez? Et depuis un moment, nous nous accommodons de ce genre de solutions. Nous nous accommodons de ce genre de solutions qui ne vont nous amener nulle part, qui ne pourront jamais nous amener quelque part parce que... et le plus dur, c'est que nous escamotons le vrai débat. Le pouvoir, nous esquivons le pouvoir le vrai négocie débat. avec l'opposition pour survivre. Mais en politique, c'est normal. En politique, c'est normal qu'un pouvoir négocie avec l'opposition, quitte à l'opposition de se montrer respectueuse de ses principes, de la Constitution, des textes qui régissent. D'où vient que vous négociez des choses qui peuvent arriver à casser la Constitution, par exemple, comme aujourd'hui. Ça doit être, c'est clair. C'est clair que l'accord a violé la Constitution. C'est très clair. Et vous voyez des gens qui vous disent « Nous avions accordé un mandat. Nous avons donné un bonus. » De quel droit quelqu'un peut donner si ce n'est plus les Congolais dans leur ensemble qui peuvent donner un bonus, qui peuvent donner un certain temps? Et vous voyez les écarts. Vous voyez comment... on s'est vraiment écarté des choses. Alors, la légitimité, les gens ont eu les culots de dire que la légitimité du pouvoir venait de l'accord. Or, l'accord n'est assis sur aucune disposition de la Constitution. Et toutes ces choses, Congo Positif les a dénoncées. Congo Positif les a dénoncés. Bon, peut-être que on ne nous a pas entendus en son temps, les gens étant focalisés sur ce qui était leur calcul pour arriver à certains résultats. Mais aujourd'hui, les choses sont là. C'est clair que nous sommes en pleine violation de notre Constitution. C'est clair que ces choses ne vont pas nous amener aux résultats que nous attendons. Et les plus grands, c'est l'organisation des élections. Voilà pourquoi, il y a un moment, vous avez suggéré une transition de 3 ans. Elle est importante, cette transition de 3 ans, pour régler les problèmes. Vous savez, nous faisons beaucoup de choses en esquivant les problèmes. Aujourd'hui, la CENI dit nous allons enrôler les Congolais de l'étranger dans 67 pays. Alors qu'il y a plus ou moins 190 pays au monde où il y a des Congolais aussi. Donc, vous n'allez pas... Et en règle diplomatique, il y a parfois une ambassade qui regroupe plusieurs pays. Mais ces plusieurs pays-là sont si éloignés. Vous n'allez pas demander, je prends un cas. Si notre ambassade pour la région de l'Ouest, si notre ambassade est située à Bamako, par exemple, au Mali, comment vous allez demander à quelqu'un qui est au Togo de venir au Mali pour s'enrôler? Il faut qu'il y ait une disposition politique qui décide de comment on peut faire pour atteindre les autres Congolais qui ne sauraient pas venir dans les ambassades classiques où il y a la représentation diplomatique de notre pays. C'est vrai qu'il y a des problèmes de distance ou d'accessibilité de certains de nos compatriotes vivant à l'étranger au consulat et à nos chancelleries justement, mais on n'a pas entendu justement les Congolais de l'étranger se lever pour réclamer leur inscription au fichier électoral. Ils sont nombreux plutôt à réclamer le départ de Joseph Kabila. Non, aujourd'hui, qu'ils réclament ou qu'ils ne réclament pas, ce n'est pas un problème. Il s'agit de leurs droits. Il s'agit de leurs droits et pour leur faire justice, pour les réhabiliter dans leurs droits, ils n'ont pas besoin de réclamer. Il appartient... Entre Kabila dégage et s'enrôler, ils choisissent Kabila dégage. Mais oui, d'accord, ils peuvent bien choisir ça, mais ça n'empêcherait pas aux institutions de la République, notamment à la CENI, de pouvoir enrôler les Congolais partout où ils sont. Ça n'excuse pas la CENI. C'est vrai, les revendications sont là. En même temps,
Et aussi, il faut nuancer, même lorsque les Congolais disent, certains Congolais disent à l'étranger Kabila dégage, mais il y en a aussi qui pensent que si Kabila devait dégager, il ne peut dégager que par la voie des élections, encore que nous avons une constitution qui ne donne que 2 mandats au président Kabila. Et le président Kabila est le premier à le savoir. Parce que parfois, on donne l'impression que le président Kabila ne sait pas qu'il n'a droit qu'à 2 mandats. Et c'est comme ça que vous voyez les gens qui sortent, qui vous disent non, il doit dire qu'il ne sera pas candidat. Mais comment lui va dire là où tous les Congolais ont déjà dit? Donc, c'est comme si, quelque part, on montrait, on disait au président Kabila qu'il avait le pouvoir plus important que le pouvoir du peuple congolais lui-même qui a dit ces 2 mandats, qu'on organise les élections ici dans notre pays et qu'on voit comment le président Kabila sera candidat. Voilà l'enjeu. Serait ça l'enjeu. Imaginons par l'absurde qu'on a cette transition de 3 ans que vous suggérez. Ça sera de quand à quand? Bon, nous, quand nous disions, on appelait à une transition de 3 ans, on se disait, il fallait qu'on règle d'abord, afin que les politiciens se rencontrent pour définir une feuille de route de cette transition. Et que c'était au 1er janvier, que l'institution de la transition allait commencer. Mais là, 1er janvier 2018 1er janvier 2018, pour que au 31 décembre 2021, on puisse effectivement organiser les élections. Mais là, encore une fois, nous rentrons en l'an 2018 avec les problèmes que nous n'avons pas résolus en 2016, que nous n'avons pas résolus en 2015, que nous n'avons pas résolus en 2017. Nous rentrons en 2018 avec ces problèmes. Les mêmes chamailleries entre les politiques. Voilà, on va se voiler la face, on va tout dire. Même moi qui dis ce que je dis, on va me critiquer, mais vous allez voir que les problèmes vont nous poursuivre. Parce que, en fait, les problèmes politiques sont comme, parfois comme de l'eau qu'on a mis, de l'huile qu'on a mis dans l'eau. En fait, ça ne peut que ressurgir sur la surface de l'eau. Et quand les opposants, la plupart, disent que justement, le problème que vous évoquez, c'est Joseph Kabila qui n'a pas quitté le pouvoir à l'issue de son 2e mandat. Bon, c'est une approche qui est erronée parce que le problème, c'est la CENI qui n'a pas organisé les élections dans le temps, dans les 90 jours avant l'expiration du mandat du président Kabila. C'est ça le problème. Et à la CENI, à ma connaissance, il n'y a pas que la majorité présidentielle. Il y a des opposants à la CENI. Pourquoi ils n'ont pas organisé les élections 90 jours avant la fin du mandat du président Kabila? C'est ça la question. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, quand la cible est mal orientée, on tape souvent à côté. Et effectivement, les gens ont tapé à côté. Au lieu de viser la CENI, qui a la responsabilité d'organiser des élections. Parce que tout ce qu'on a dit ici, et vous avez vu, les gens ont toujours, plusieurs fois les opposants ont revu à la baisse leurs ambitions. C'était, on organise trois scrutins, après on vous a dit, non, on doit organiser un seul scrutin présidentiel. Mais pourquoi ils n'avaient pas fait cette proposition à la CENI déjà en 2015 pour qu'on s'y mette? Non, on a tout laissé passer et à cause de mal cibler le problème. Nous sommes de ceux qui pensent que le problème, c'est les mauvais calculs, les mauvais ciblages de problèmes tels que les gens les apprécient. Ce qui vous a fait dire à un moment, j'ai lu certaines de vos interviews sur le web, je cite, la crise actuelle est plutôt sociale que politique. Majorité, opposition, SAP. Le développement de la RDC. Oui. Aujourd'hui, pourquoi nous avons dit que la crise actuelle est plus sociale que politique? Parce que notre pays est presque pris en otage par ces regroupements qui sont en fait des regroupements d'intérêts. Parce que là où il y a les regroupements pour faire avancer les causes citoyennes, les gens se rassemblent selon les idéologies. Quitte à faire peut-être une coalition de gouvernance, mais au départ, les socialistes sont ensemble, les libéraux sont ensemble, les conservateurs sont ensemble, ainsi les travaillistes sont ensemble. Donc, aujourd'hui,
nous sommes comme dans un match de football où il y a la majorité et l'opposition qui sont appelés, chacun selon son camp, à gagner l'autre. À gagner l'autre. Et dans cette bataille pour vaincre l'autre, le social est laissé pour compte. Le social est laissé pour compte. Et le social dont nous, Congo Positif, nous parlons, c'est le travail. Pourtant, tout ce que nous avons, on peut bien faire la politique, on peut faire tout ce qu'on fait, mais que les citoyens aillent au travail, que les gens travaillent, parce que et la terre, et l'espace, l'air, tout ce que nous avons, les hommes que nous avons tout en fait pour qu'il n'y ait personne qui chôme dans ce pays. Ce bilan désastreux au plan social, la responsabilité revient au gouvernement. Bon, d'abord, quand nous disons que le problème est social, c'est-à-dire il n'a pas commencé hier. Ça vient. Si vous dites que le gouvernement est responsable, moi je ne vois pas Bruno Tshibala qui n'a que 3 mois. Je verrai plutôt les choses depuis d'ailleurs l'indépendance. Les problèmes nous viennent de l'indépendance où on a cru qu'il faut d'abord régler la crise politique. Et c'est quand on a fini de régler la crise politique qu'on va s'attaquer aux problèmes sociaux de base. Or, on voit aussi des pays où il y a crise, mais les gens travaillent, les gens mangent, les gens se soignent, les gens sont bien. Donc, le problème pour nous, c'est l'approche. C'est l'approche. Est-ce qu'il faut attendre qu'on règle la crise politique pour s'occuper demain de la crise sociale, ou bien on peut être en crise politique et développer de l'intelligence pour agir sur des choses qui peuvent donner des solutions aux citoyens. On se poserait aussi cette question, pourquoi on a un ministre de l'économie, pourquoi on a un ministre des finances? Voilà, c'est la question. Et aujourd'hui, 80% de ceux qui nous dirigent, ils viennent de l'opposition. Ils viennent de l'opposition. Et on va encore se poser la question, pourquoi ils ne donnent pas de solutions? Donc, s'il faut aujourd'hui regarder la composition de la classe politique, mais ce sont les opposants d'hier et d'aujourd'hui qui sont là. Alors, donc, si on peut pointer les doigts à quelqu'un qui n'a pas donné de solutions, regardez, le ministre de l'économie, en tout cas, il ne vient pas d'un parti de la majorité présidentielle. Hein. Joseph Kapika est de l'UDPS. Voilà. Vous prenez les ministres qui s'occupent du commerce extérieur. C'est lui-là même qui doit nous aider à faire en sorte que les pays puissent plus importer qu'exporter. N'est-ce pas? C'est un grand ténor de l'opposition. Regardez, je peux vous citer comme ça, la santé. Vous avez vu les ministres de la Santé qui a publié un communiqué dernièrement pour dire voici les médicaments que les gens ne doivent plus prendre. Pourquoi? Parce que ça a été importé frauduleusement. Il n'a pas ouvert d'enquête pour savoir c'est qui a introduit des médicaments sans principe actif. Donc, c'est de la poudre, c'est de la farine. Il ne l'a pas fait, on n'a pas vu les ministres ouvrir une enquête. Il s'est juste contenté de dire ne consommez pas. Et celui qui n'a pas suivi son communiqué, il va continuer à le faire. Et c'est lui qui importe ces médicaments sans principe actif. Mais ces ministres-là, les ministres de la Santé, en tout cas, il n'est jamais passé par un parti de la majorité. Je peux vous citer autant d'exemples comme ça, où vous voyez que quelque part, c'est vrai, vous pouvez pointer du doigt, mais en réalité, ceux qui nous gèrent, ce sont les gens de l'opposition. Du coup, à vous entendre parler, la responsabilité de l'échec est partagée entre opposition et majorité. À partir du moment où on a dit que nous devons organiser les choses ensemble, la responsabilité est totalement partagée. Parce que je ne sais pas comment on va nous dire que l'économie se porte comme il se porte aujourd'hui, alors que le secteur est tenu par quelqu'un qui vient de l'opposition. Beaucoup disent que cette crise, c'est parce qu'il n'y a pas eu élection et parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour appliquer l'accord. Pas de volonté politique pour appliquer l'accord du 31 décembre. Non, déjà l'accord, nous avons écrit à Monseigneur Outembi. Congo Positif a écrit à Monseigneur Outembi les 19 ou les 20 décembre déjà, pour lui dire que ce qui était en train de se faire en ce moment-là, c'est une activité au service du mensonge. C'est écrit noir sur blanc. Et nous avons publié des communiqués où nous avons dit
que Congo Positif était en train de prier pour l'échec de ces choses parce qu'il n'y avait rien d'intérêt pour la population. Rien du tout. Le problème, c'était l'organisation des élections. On se concentre sur l'organisation des élections, on renforce les dispositifs de la CENI pour être sûr que quand on va organiser les élections, il n'y aura pas de contestation. On n'avait pas besoin que tout le monde aille au gouvernement pour organiser des élections. Aujourd'hui, vous voyez ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'opposition contre l'opposition. On a aujourd'hui opposition contre opposition. Et quand vous avez opposition contre opposition, est-ce que les élections se tiennent? Les élections ne se tiennent pas. De deux. On a organisé 2 fois les élections dans ce pays. On ne peut pas dire absolument que les élections sont la panacée. Non. Nous devons, peut-être, comme Congo Positif les suggère, nous devons changer de fusil d'épaule. Nous avons une population qui souffre et qui a besoin de solutions. Donc nous devons cesser de lui faire croire que c'est par coup de bâton magique qu'on a élu un président de la République et que du coup, le peuple a des solutions. Même avec le président de la République qui est là, même avec les ministres qui sont là, même avec les institutions qui sont là, nous pouvons à la fois gérer la politique et donner des solutions aux citoyens. Et c'est ce que Congo Positif exige. Joseph Kabila est en place depuis 2001, hein. Bientôt à 17 ans, en janvier. Oui. Voilà, il est là depuis 2001, mais il travaille avec qui? Il travaille avec, en tout cas, pendant plus longtemps, moi j'ai vu des opposants. J'ai vu parfois des personnes identifiées comme des personnes de la majorité présidentielle, mais qui en réalité, par leurs actes, posent les actes de l'opposition. Vous faites allusion à qui? Non, à personne. Vous n'avez qu'à voir. Vous n'avez qu'à voir, parce que moi je ne peux pas comprendre que Joseph Kabila me nomme. Il me dit, toi tu vas faire tel travail. Parce que quand il te dit, va faire toi tel travail, c'est parce qu'il sait que ce travail-là va donner des solutions au peuple. Mais quand tu te mets à détourner, comme on a vu les 10 dossiers de Luzolo, Bambi, 470 millions de dollars américains détournés par 14 sociétés. Et là-dedans, lisez la liste, voyez la liste, il y a des gens identifiés comme des personnes de la majorité présidentielle. Et ils ne sont pas inquiétés jusqu'à présent? Et quand Kabila nomme quelqu'un qui est appelé à réprimer ceux qui doivent, à inquiéter ceux qui détournent, vous voulez que Kabila aille faire également ce travail? Ou bien c'est à celui qui l'a nommé, qui l'a donné le mandat de faire, qui doit faire? En réalité, nous sommes plus dans un problème de responsabilité. Je ne pense pas qu'un président de la République soit un homme à tout faire. Sinon, moi je me pose toujours des questions. Pourquoi, il demande des comptes à ceux qu'il a confié des responsabilités. Même pour demander des comptes, il y a des organes. On a une assemblée nationale pour demander, pour contrôler la gestion. On a les institutions. À Luzolo, par exemple, il dit, mec, ça fait un moment que tu es là et je ne vois personne en prison. Personne de costaud en prison. Mais on a vu Luzolo déposer par 2 fois des dossiers. Et d'ailleurs, Congo Positif était intervenu. À la 2e fois, quand on a calculé, les 14 dossiers ont fait 470 millions de dollars détournés par 14, selon les rapports de Luzolo. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent, c'est l'organisation des élections. Tout à fait. Cet argent, c'est une route quelque part. Cet argent, c'est l'école quelque part. Et c'est là où je vous dis, mais est-ce que cet acte que quelqu'un a posé comme tel, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ça la véritable opposition contre Joseph Kabila? Moi, je trouve que c'est ça la véritable opposition. Lorsque le président vous confie une responsabilité et que vous vous mettez à vous en remplir les poches. C'est ça la véritable opposition. Alors qu'en face, on a un peuple qui n'attend que les minimums des choses. Le peuple attend aussi un signal fort de la part justement du président de la République quand Luzolo dénonce, quand Luzolo accuse, qu'il y ait des procédures qui s'en suivent pour que ces gens répondent de leurs actes. Oui, vous savez d'abord les principes. Lorsque Luzolo accuse, ce n'est pas Luzolo qui accuse, c'est Kabila qui accuse.
C'est Joseph Kabila qui... Luzolo n'est qu'un conseiller spécial du chef de l'État. À part les gens de la DGRK qui pas... sont à la prison de Makala, on n'a pas vu des gens en prison. Nous attendons que la première vague de dossiers, le premier lot de dossiers qui a été déposé par le président de la République à travers son conseiller spécial, il est attendu que les instances judiciaires donnent suite. Il a déposé un deuxième lot, où il n'y a pas les troisièmes ici. Mais l'opinion attend. L'opinion attend. Et c'est que les institutions de la justice doivent savoir, c'est que lorsque Luzolo dépose, en réalité, ce n'est pas Luzolo qui a déposé, c'est le président de la République qui a déposé. Donc, pour nous... Peut-être qu'il devait plutôt secouer le PGR. Bon, on ne sait pas, mais moi je suis de ceux qui pensent que chacun devait rentrer dans les responsabilités qui sont les siennes, à partir du moment où il a eu une nomination, un mandat qui lui est confié par le président de la République, qui lui-même a obtenu son mandat de l'ensemble du peuple. En réalité même d'ailleurs, lorsque le président de la République dépose des dossiers auprès du PGR, c'est le peuple congolais finalement qui a déposé. C'est le peuple congolais qui a mandaté le président Kabila. Le président Kabila mandate Luzolo Bambi en disant, voilà, il y a une institution, il y a des institutions qui sont là pour faire ce boulot-là. Sinon, moi je me pose toujours des questions. On s'attendrait même à des procédures de flagrance. Pardon? On s'attendrait même à des procédures de flagrance et à des procès publics, pourquoi pas? Oui, en tout cas, l'opinion attend. C'est comme ça que vous avez vu, même pour les derniers dossiers ici, l'opinion a acclamé, l'opinion a trouvé. Mais c'est tellement bizarre que ça a été fait, mais les gens voient Luzolo au lieu de voir les chefs de Luzolo. Vous voyez, c'est Kabila qui a fait arrêter, je peux dire, à travers son conseiller spécial. Okay. Parce que quand vous lisez l'ordonnance qui organise les services de Luzolo, il ne peut rien faire sans rendre compte au président de la République. Il ne peut pas. On ne va pas non plus faire la fête, hein, parce qu'il y a des gens qui ont été jetés en prison à cause de détournement ou de corruption. Il y va de la responsabilité normale d'un président de la République, de veiller à ce que les choses se passent normalement. Bon, c'est possible, mais la nuance est nécessaire. Parce que en théorie des organisations, il y a une certaine hiérarchisation des rôles. Si le président de la République doit faire le travail du ministre, le travail du chef de quartier, finalement, à quoi ça va servir de nommer, de mettre tous ces gens dans le rôle où ils sont? C'est ça les problèmes. Moi, je suis de ceux qui pensent que si chacun de nous, là où il est, il prenait à bras le corps les responsabilités qui lui sont confiées par le président de la République, je pense qu'on ne vivrait pas la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est que les gens, ils courent pour se faire nommer, mais lorsqu'ils sont assis dans le fauteuil d'État, ils oublient qu'ils sont les mandataires indirects du peuple à travers la nomination du président de la République. On peut citer, hein, à titre d'exemple également, la crise des ordures ménagères à travers Kinshasa. Il y en a partout. Kinshasa est sale. Et les chauffards, hein, sur les routes de Kinshasa. Vous avez raison, ce n'est pas Joseph Kabila, hein, qui va venir. Non, ce n'est pas Joseph Kabila. Si Joseph Kabila devient le gouverneur de la ville de Kinshasa pour aller assainir, vous imaginez? Mais à un moment, il devait dire stop. Ce n'est pas non plus à Kabila de dire stop directement. Il y a un organe délibérant de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il a dit stop? Est-ce qu'il a dit stop? Et que la ville a continué à être sale? Pas du tout. Une autre de vos petites phrases, il n'y a pas de distribution équitable de nos richesses. C'est rare d'entendre ça de la bouche d'un proche de la majorité présidentielle. Oui, tout à fait. La redistribution pose problème parce que le clivage est là. Au Congo, soit vous êtes extrêmement pauvre, soit vous êtes extrêmement riche. Et même la richesse, le problème c'est qu'elle n'est pas facile à retracer pour beaucoup d'entre nous. Pour beaucoup d'entre nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on a commencé à travailler, qu'est-ce qu'on a gagné pour atteindre ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, ce sont des problèmes. Donc, la redistribution des richesses, c'est quelque chose qui crée la cohésion nationale. Parce que chacun se retrouve
dans les richesses de la République. Et c'est à partir de ça qu'on peut se lever. Lorsqu'il y a des menaces, s'il y a des choses contre la République, on se lève parce qu'on sait que si on touche à la République, on touche en réalité à mes intérêts. Mais tout ça, est-ce qu'il faut que ça soit expliqué aux gens ou bien ils le savent? Les gens sont censés le savoir. Donc, moi je pense qu'il y a un grand travail qu'il faut faire. C'est vraiment de conscientiser les gens pour qu'ils regardent le peuple en face. Voilà pourquoi vous aviez aussi proposé à un moment un dialogue social. Vous l'envisagez comment? On partait justement de l'idée que depuis 60, on va de crise en crise, de dialogue en dialogue. Et depuis 60, on a cru qu'il fallait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait régler les problèmes politiques pour que les problèmes politiques nous aident à régler la crise sociale. Mais est-ce que ce n'est pas possible de tenir un dialogue social? Parce que en réalité, c'est ce dont le Congo a besoin. Les dialogues politiques, on les a tenus, ils n'ont fait qu'échouer. Et surtout lorsqu'on cherche à supplanter la Constitution. Alors, c'est là que nous disons, réunissons-nous, regardons les besoins sociaux de base. Aujourd'hui, ces pays ici, 707 000 tonnes de poissons qui meurent de vieillesse chaque année. Mais le pays se donne le culot, se donne le temps d'aller importer 150 000 tonnes par an de poissons que nous mangeons ici. Qui peut nous prendre au sérieux lorsque vous vous comportez comme ça? Vous avez dans votre maison 100 kilos de farine que vous devez consommer? Non. Au lieu de les consommer, vous les laissez pourrir, mais vous allez acheter chez les voisins. Vous imaginez? Et ce sont ces choses que nous devons aller nous dire au dialogue social pour que, même lorsque la politique ne marche pas, même lorsque les gens se tiraillent en politique, mais que les peuples vivent bien. Vous faites allusion à l'importation à outrance de notre POD national. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a des Congolais qui ont tenté de diversifier cette filière et qui se sont heurtés à une sorte de monopole tacite du groupe qui importe le POD, justement. Oui, bon, vous savez... Et c'est avec la complicité des gens haut placés. Oui, justement, c'est parce que les gens ne sont pas dans leur rôle. Et le peuple lui-même aussi est complice. Parce que d'où vient que vous puissiez manger... En clair, si jamais quelqu'un essaye d'importer un autre poisson que l'impiodi ou de faire l'impiodi pour que ça coûte un peu moins que ça. Je vous dis que nous avons des études qui montrent que... Personne n'a jamais réussi à le faire. On devra le faire à travers la sensibilisation des Congo positifs. On va y arriver. Et justement, l'impiodi coûte scandaleusement cher au Congo, alors que si les sources sont bonnes... Ça coûte cher pourquoi? Parce que d'abord, c'est des choses qu'on fait on achète le carton à l'expa en Namibie ou je sais pas, en Namibie si je ne m'abuse, peut-être moins de $10. Oui. Et aujourd'hui, le mpiodi coûte quoi? Au-delà de $50? Au-delà de $50. De $60? Oui. Tout ça pourquoi? Parce que d'abord, c'est des poissons qu'on prend de manière industrielle. On les amène ici avec tous ceux qui sont dans la filière, qui vous aident à faire entrer ça frauduleusement. On ne paye pas la douane, on ne paye pas tout ce qu'il faut payer. Et du coup, ça rentre presque... Il y a des commissions et des rétrocommissions. Voilà. C'est un gros dossier, en fait. C'est un gros dossier, en fait. Pourtant, on peut effectivement produire localement. Et les gens peuvent justement aussi se retrouver. Est-ce que ce n'est pas chez nous qui a le lac le plus poissonneux? C'est le lac Tanganyika. Voilà. 250 espèces de poissons qui meurent de vieillesse dans le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika, c'est à 2000 km d'ici. Et les entrepreneurs qui font cette filière, le lac Tanganyika est un peu partout au Katanga et dans les environs, c'est juste des bons petits commerçants. Ce sont des petits commerçants, ce sont des artisanaux qui ne peuvent pas... C'est de l'artisanat en fait. Oui. Il n'y a pas de pêche industrielle sur le lac Tanganyika. Il n'y a pas de pêche industrielle sur le lac Tanganyika parce que la République n'a pas un seul bateau de pêche industrielle à lui. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Madame, j'ai ici dans mon téléphone
les images des bateaux de pêche qui m'ont été envoyées justement par un des journalistes de B1 qui est en contact aussi avec d'autres personnes à l'étranger. Ces bateaux-là dont on m'a envoyé les images ne coûtent que 183 500 $. 225, donc 183 225 $, simplement. Moins de 200 000 $. Moins de 200 000 $. Et la République n'a pas ça. Quand je pense aux 400 millions de dollars voilà. du deuxième dossier Luzolo. Voilà, 470 millions. Quand vous voyez c'est pourquoi il a fait arrêter les gens là-bas, c'est combien de bateaux industriels qu'on peut avoir dans toutes les eaux congolaises. C'est pourquoi Congo Positif a décidé, les 30 décembre, nous lançons la campagne de collecte de fonds pour que nous, tous les enfants du Congo, chacun donne ce qu'il peut, 500 francs, 1000 francs, 100 francs. Nos amis, les membres de Congo Positif, comme des témoins de Jéhovah, ils vont passer dans chaque maison pour chercher 500 francs, 100 francs, jusqu'à ce que nous puissions atteindre les 183 000 $, et que nous allons envoyer pour acheter ces bateaux. On nous a dit pour que ces bateaux viennent ici, c'est 45 jours. On nous a dit si nous versons la moitié des frais, donc 183, ça fait 92,500. Si nous versons 92 500, ces bateaux vont venir ici. Et vous ne les avez pas à titre personnel? Bon, même si j'en avais, je pense qu'ici, il s'agit d'une cause collective. Vous préfinancez. Puis il s'agit d'une cause collective qui demande une mobilisation. Que le peuple lui-même montre que nous avons besoin d'au moins un seul bateau de pêche acheté par le peuple congolais. Un peu comme les Congolais ont fait lorsque notre frère, l'honorable Zachary, avait besoin d'un émetteur. Les Congolais, les Kinons, lui ont acheté. Cette fois-ci, nous allons nous faire acheter, faire des collectes pour que le Congolais lui-même achète son bateau de pêche industriel. Et c'est une opération qui commence le 30 décembre. Nous commençons ce 30 décembre pour montrer que d'abord c'est possible et que nous voulons désormais que les choses s'effacent dans notre pays. C'est très important de le faire parce que, écoutez, derrière ces importations, nous sommes obligés de convertir notre monnaie nationale pour aller acheter à l'extérieur. C'est pourquoi vous voyez les dollars qui grimpent tous les jours. Parce que l'offre et la demande. L'offre de dollars est inférieure à la demande de dollars. Donc, du coup, nous ne pouvons que chercher des dollars tous les jours pour aller acheter à l'extérieur. Lorsque nous allons acheter à l'extérieur, si vous me permettez, quand nous achetons à l'extérieur, en réalité, nous n'achetons pas seulement ce que nous achetons également le chômage de nos propres enfants ici au Congo. Parce que nous renforçons, nous finançons ceux qui travaillent à l'étranger. En approvissant ceux qui consomment, nous sommes simplement réduits au rôle de consommateurs. Enfin, lorsque nous achetons toutes ces choses, vous savez que la plupart des choses qu'on nous envoie ici, ce sont des choses qui sortent des réserves de ce pays-là. Lorsqu'ils voient que les quantités qu'ils ont en réserve veulent expirer, envoyer dans la poubelle, c'est au Congo. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui dans cette ville, les gens qui meurent de cancer, un enfant de 19 ans. Du déstockage, comme on dit. Voilà, alors, au même moment que vous lancez cette campagne pour acheter un bateau de pêche, c'est avec Alain Boma. Hein? Oui, voilà. Mon ami Bibiouan qui présente l'émission Le Point. Je crois qu'il serait bien aussi, avec un groupe de journalistes, que nous puissions monter une équipe pour voir clair dans cette sorte de monopole sur l'importation du Mpiodi en République démocratique du Congo. Selon certaines sources, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, c'est ce monopole qui fait que le Mpiodi coûte scandaleusement, excessivement cher en RDC. Peut-être 10 fois plus, 15 fois plus qu'au prix d'achat. Oui, c'est 5 fois plus, c'est 10 fois plus. Voilà. Donc, et puis, surtout, à cause du fait que ça nous pousse à convertir, à changer notre monnaie tout le temps. Et aujourd'hui, les Congolais qui touchaient à la fin du mois 1000 $, aujourd'hui, il est réduit à 500 $. Voilà. L'une des causes, c'est le fait que nous sommes toujours appelés à acheter les dollars pour aller acquérir des choses à l'étranger. On a fini. Donc, c'est nécessaire. C'est nécessaire vraiment que vous puissiez
jeter un coup de projecteur sur la filière des importations dans notre pays. Qui fait que l'impiodi coûte si cher en République démocratique du Congo? On va peut-être y répondre, pas peut-être, on va y répondre, on va tenter d'y répondre hein, dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, hein, à moins que ce soit des gens tellement puissants hein, qui veulent nous écraser. Non, vous savez, devant qui un veulent peuple, nous écraser. Non, écoutez, madame, devant un peuple qui veut bien vivre, il n'y a aucun puissant. D'accord. Il n'y a aucun puissant. Donc, il y a des filières qui sont dans ça, qui organisent un monopole pour voler les Congolais, qu'ils commencent à se raviser. Qu'ils commencent à se raviser parce qu'il y a un vent qui va emporter toutes ces choses des importations dans ce pays. Merci. Dieudonné Kishi d'être passé dans le débriefing. On a terminé. Juste un mot pour conclure. Je vous remercie, ça a toujours été mon rêve, hein. Je l'ai passé une émission avec vous, Mamina. Je suis un homme comblé aujourd'hui et merci parce que le professionnalisme de votre travail n'est plus à démontrer. Les Congolais, je leur demande d'être attentifs au travail des Congo Positifs parce que c'est vraiment un travail qui est porté sur le bonheur de ce peuple. Nous voulons que le 30 décembre, nous puissions lancer cette campagne-là de collecte de fonds, 500 francs, 100 francs, 200, partout dans le pays pour que nous puissions obtenir 183 000 $ qui nous permettront d'acheter notre premier bateau comme citoyen et le reste, nous allons l'organiser ensemble. Merci beaucoup. Alors, je vais dire, juste pour conclure, que cette opération démontre l'incapacité de nos dirigeants à industrialiser notre pêche, malheureusement. Dieudonné Kishi Kazadi est le président de Congo Positif. C'est un jeune parti créé en mai 2016. Merci à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde en rediffusion demain, 7h15. Vendredi également, à 7h15. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débriefing. On termine par un selfie.